Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. On l'appelle hydrogène blanc, hydrogène naturel ou natif, et c'est ce que les anglo-saxons appellent, peut-être, on verra, un game changer dans la transition énergétique et environnementale. Je vous présente mes invités pour en parler. Yannick Pesson, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable du programme R&D en charge de la thématique nouveaux usages du sous-sol chez IFP Énergie Nouvelle, et Christophe Ecker, bonjour et bienvenue. Bonjour, directeur de la communication de Terrensis. Allez, on commence par définir de quoi l'on parle. L'hydrogène blanc, c'est quoi exactement ? Alors aujourd'hui, l'hydrogène, c'est plutôt vu comme un vecteur énergétique. Ouais. C'est-à-dire, il faut fabriquer l'hydrogène pour son usage. Tandis que l'hydrogène blanc, c'est une ressource. C'est-à-dire que la fabrication se fait dans le sous-sol. Les mécanismes géochimiques créent l'hydrogène. Et donc, si on arrive à l'exploiter, on a une nouvelle ressource énergétique. D'accord, c'est une nouvelle ressource d'énergie qui est déjà exploitée. Est-ce qu'il y a déjà des exploitations d'hydrogène blanc ou naturel dans certains pays ? Oui, alors, il n'y a qu'une seule exploitation aujourd'hui, au Mali, sur le site de Bourakébougou. Mais ça fait déjà une dizaine d'années que, avec un puits qui est assez faible profondeur, 200 mètres, eh bien, il y a de l'hydrogène, quasi pur, 98% de pureté, qui était exploité par le site et qui est brûlé pour alimenter, brûler et faire de l'électricité, et qui alimente un village sur le site. Ok, on commence à imaginer les usages. Est-ce que ça pourrait changer ? Christophe Ecker, l'objectif de Terrensis, c'est d'en exploiter en France ? Oui, absolument. Blanc. Absolument. Terrensis, c'est la première société en France à avoir obtenu le tout premier permis de recherche d'hydrogène naturel dans les Pyrénées. Donc on a obtenu ce permis le 3 décembre 2023 précisément. Et l'objectif à terme, effectivement, c'est de l'exploiter, cet hydrogène, notamment en France, mais aussi ailleurs, puisque d'autres endroits dans le monde seraient prometteurs en matière de ressources. Et l'idée, effectivement, c'est de trouver le système pour l'exploiter et d'en faire effectivement une économie et puis surtout une énergie du futur, parce que c'est ça l'enjeu autour de l'hydrogène. Il y a beaucoup de ressources dans notre pays, déjà dans le sous-sol français, en hydrogène naturel ? Alors, on fait partie des gens, nous, qui sommes très prudents sur ces sujets-là, puisque donner des estimations avant d'avoir fait le premier forage test, c'est très hasardeux, donc on fait très attention par rapport à ça. Cela étant, il y a eu récemment des publications, notamment par rapport à un gisement qui a été découvert en Lorraine, qui serait hyper prometteur. Donc oui, potentiellement, on a des très grosses ressources en France, mais je dirais ce qui est vraiment important, parce que des ressources, il pourrait y en avoir ailleurs, on aurait a priori une répartition de l'hydrogène beaucoup moins inégalitaire que ce n'est pour le gaz et le pétrole, donc on pourrait en trouver un peu partout, entre guillemets. Mais ce qui est surtout important, c'est quel est le volontarisme politique derrière tout ça. Puisque pour exploiter une ressource comme l'hydrogène blanc, encore faut-il qu'il y ait un soutien étatique, et on a la chance en France que ce soit le cas. Alors, on va continuer de faire un peu de pédagogie, même si on a bien compris la différence, mais il y a tellement de couleurs quand on parle d'hydrogène qu'on peut s'y perdre. Le noir, le gris, le vert. La différence majeure, c'est vraiment le fait que ce soit disponible. Oui, c'est ça. Les couleurs représentent le mode de production. Oui. Donc, comme je le disais aujourd'hui, on fabrique l'hydrogène. Donc quand c'est noir, ça veut dire que c'est une usine de charbon qui va, par exemple, permettre de faire de l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est plutôt le gaz naturel qu'on utilise. D'accord. Ça s'appelle le réformage du gaz naturel. Oui. L'utilisation principale aujourd'hui, c'est l'industrie qui a besoin d'hydrogène pour des procédés de transformation. Okay. Et donc, on fabrique l'hydrogène à partir de gaz naturel. Une autre façon de faire de l'hydrogène, c'est l'électrolyse. On prend de l'eau, un électrolyseur, et ça fait hydrogène-oxygène. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert si l'électricité de l'électrolyseur est verte. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça fait un hydrogène décarboné par rapport à la fabrication par le gaz naturel qui émet du CO2. Et l'hydrogène blanc, pourquoi cette couleur ? C'est parce que c'est une autre façon de produire. C'est dans les entrailles de la Terre que les processus géologiques ont fabriqué l'hydrogène, et donc c'est un hydrogène accessible. Christophe Ecker disait, je suis prudent sur le nombre de gisements, etc. Pourquoi ? Il faut un certain nombre de caractéristiques pour qu'un gisement soit exploitable ? Ou est-ce qu'ils le sont tous potentiellement ? Ça dépend de la profondeur, ça dépend de quoi ? Oui, alors, je remercie Christophe d'être prudent. Moi aussi, en tant que chercheur, je reste toujours prudent. On n'a pas suffisamment de recul. D'accord. Nous, on a mené des recherches depuis une quinzaine d'années, notamment des thèses, pour essayer de comprendre les mécanismes de formation. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des mécanismes de formation, donc c'est un élément très important. En quelle quantité ? En quel flux ? Sur quelle zone géologique ? C'est ça qu'il faut affiner. Et donc on a besoin de faire du terrain,
de faire des mesures pour pouvoir confirmer les hypothèses de formation que nous, dans les laboratoires, dans la recherche, on a pu trouver, pour pouvoir estimer les quantités possibles. Je disais en préambule, en présentation, que c'était potentiellement, pour prendre une expression anglo-saxonne, un game changer. Pourquoi ça peut être un game changer ? Mais ça l'est absolument, puisque par rapport à la myriade de couleurs que vous décriviez tout à l'heure, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que c'est soit très polluant, l'hydrogène gris, on émet 15 kg de CO2 pour 1 kg d'hydrogène produit, c'est d'après moi un non-sens, ou alors c'est cher. L'électrolyse aujourd'hui c'est très cher, on est à peu près à 4 à 6 euros le kilo contre à peu près 1 euro le kilo pour l'hydrogène gris. L'enjeu pour l'hydrogène, c'est notamment d'aller décarboner l'industrie. Demain, comment vous allez expliquer à un industriel qui utilise du charbon ou du gaz pour sa chaleur industrielle, qui va devoir passer à l'hydrogène, mais que ça va lui coûter 10 fois plus cher, si c'est de l'hydrogène vert par exemple, qu'aujourd'hui son gaz et son charbon. Il ne le fera pas. Or, l'hydrogène blanc, on est non seulement sur une ressource qui est totalement décarbonée, puisqu'elle est naturellement présente dans notre sous-sol, et en plus, on serait à des coûts de production qui sont autour d'1 euro le kilo, voire même moins. Certains acteurs s'aventurent sur moins d'1 euro le kilo, donc 4 à 6 fois moins cher que l'hydrogène vert. Est-ce que c'est facile à transporter ? Ou est-ce qu'il faut que les industries soient forcément à côté d'un gisement ? Idéalement, oui. Idéalement, il faut effectivement qu'on ait un débouché directement à proximité. Après, toute cette infrastructure qui, pour l'instant, n'existe pas, se mettra inévitablement en place dès lors que la filière va émerger. Donc, effectivement, il s'agit de le transporter. Comment on va le transporter ? À quelle pression il faut effectivement l'injecter dans les pipes ? Tout ça, c'est des réponses qu'on n'a pas encore. Alors, justement, et ça pose la question des investissements publics, de la volonté des États, de l'Europe à lancer un grand programme. Déjà, est-ce que technologiquement, il y a besoin de beaucoup de recherche et développement pour rendre cette ressource finalement exploitable ? Alors oui, on a besoin sur plusieurs plans de poursuivre les recherches. D'un point de vue géologique, je l'ai dit, pour comprendre où sont les ressources, comment elles se stockent, est-ce des flux. Mais vous parliez des matériaux, par exemple. Aujourd'hui, on a des pipelines pour transporter le gaz naturel. Et nous, on mène des recherches pour voir si on mettait de l'hydrogène plutôt que du gaz naturel. Est-ce que les grades d'acier résistent de la même manière ? Est-ce que les niveaux de sécurité sont les mêmes ? Donc ça, c'est très important pour transformer l'infrastructure. C'est pas la même chose d'utiliser une infrastructure existante ou de devoir en créer une complète. Absolument. C'est ça. On peut utiliser partiellement ou en totalité des systèmes existants. Encore faut-il avoir bien vérifié que tout reste compatible avec l'hydrogène, et c'est un axe des recherches qu'on mène. En décembre dernier, le président de la République a appelé les industriels à accélérer justement sur l'hydrogène blanc. C'est tout récent. Hein. En quoi ça peut changer la donne ? Qu'est-ce que ça peut provoquer, ça, d'après vous ? Moi, je pense que le volontarisme politique derrière tout ça, il répond à deux enjeux de taille. C'est d'une part la transition énergétique, dans laquelle on est évidemment tous engagés. Je rappelle que la neutralité carbone, c'est pour 2050. 2050, c'est dans 25 ans. C'est rien à l'échelle de choix énergétiques. Et le deuxième sujet, c'est évidemment la souveraineté énergétique. On est aujourd'hui complètement dépendant pour ce qui est de l'importation du gaz et du pétrole. On importe quasiment 100% du gaz et du pétrole qu'on consomme. La facture énergétique est excessivement lourde. Et on se rend compte, à l'aune malheureusement des événements récents, que on est tributaire de pays qui sont pas forcément vertueux. Donc, je pense notamment à la guerre en Ukraine. Et donc c'est aussi l'idée, je pense que c'est aussi de se réapproprier une certaine souveraineté énergétique. Mais Christophe Eckert, ça fait peu de temps que l'hydrogène blanc est inscrit dans le code minier. J'ai appris ça en préparant l'émission, de avril 2022. C'est ça. C'est-à-dire que ça n'intéressait personne ? En fait, on en trouvait. Un pétrolier, il y a quelques années déjà, quand il forait pour trouver du pétrole, il lui arrivait de tomber sur l'hydrogène. Tout ça est documenté, c'est référencé. Mais comme il n'était pas valorisé, qu'on considérait que c'était une ressource finalement qui était mineure et qui n'avait pas de débouché, on n'en faisait rien du tout. Donc on savait que ça existait. On n'imaginait pas un jour qu'on puisse réellement l'exploiter, et il a fallu effectivement cette démonstration notamment au Mali, et puis la ténacité de certains et la vision de certains qui se sont dit allez, on va essayer, on va tenter. Et donc aujourd'hui, à l'échelle du monde, on a référencé à peine une vingtaine d'acteurs qui aujourd'hui sont positionnés là-dessus. Et ce ne sont pas du du tout les grosses majors. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est les géants de l'énergie Non, justement pas. Ce sont des petits pionniers. À terme, je pense que les grosses majors y iront aussi, mais je pense qu'elles vont laisser les autres essuyer les plâtres. Espérons-le, parce que ça serait aussi un élément d'accélération. Il faut quoi ? Il faut un plan d'investissement massif, là, aujourd'hui, parce que je disais game changer, ok, mais si c'est pour dans 50 ans, c'est trop tard. Donc, il faut quoi aujourd'hui, d'après vous ? Alors, il faut
continuer à soutenir la recherche, j'insiste, pour qu'on puisse bien comprendre, orienter du coup les exploitations, les recherches de sites, etc. Et puis que des acteurs économiques comme vous puissent avoir des permis, tester, analyser les terrains, faire des études pour pouvoir estimer les potentiels, voir comment se déployer. Donc des investissements de ce côté-là, et puis que tout ça soit un peu coordonné pour pouvoir avancer le plus vite possible. Vous donnez combien de temps pour entrer en exploitation ? Nous, précisément, le permis qu'on a obtenu nous permet là, pendant 3 ans, de faire ce qu'on appelle des travaux de recherche, donc réellement cartographier le sous-sol pour savoir à terme où on va pouvoir forer et avoir le maximum de chances de récupérer de l'hydrogène. Donc ce sera la deuxième phase, et donc on peut espérer sortir la première goutte entre guillemets d'hydrogène à horizon 7 ou 8 ans, sauf si les choses s'accéléraient, parce que le président Macron effectivement se montre hyper volontariste sur le sujet. On peut espérer que ça puisse aussi être un game changer, donc peut-être que ça pourrait aller plus vite, mais aller raisonnablement, pas avant 5-6 ans. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous parler des potentialités liées à cet hydrogène blanc. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up, c'est Smart Ideas.